Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Sa Majesté des Mouches est une représentation métaphorique de la société qui a subsisté en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale. Ses protagonistes ne sont peut-être que des enfants âgés de 6 à 13 ans, mais les rôles qu'ils jouent sont des critiques virulentes de ces années noires. Alors non, Sa Majesté des Mouches n'est pas un livre d'aventure pour enfants, c'est l'un des romans les plus influents de son époque que nous allons analyser en profondeur dans ce podcast. Au premier chapitre, un groupe d'enfants se réveille après un accident sur une île déserte. Ils finissent par nommer Ralph comme chef, qui introduit la conque comme symbole de la prise de parole. Le groupe commence alors à s'organiser. Au second chapitre, pour attirer les adultes, Ralph propose d'allumer un feu de joie. Il organise des groupes de collecte et de construction d'abris. Les enfants ne prennent pas encore trop cela au sérieux. Le feu devient incontrôlable et reste allumé au sommet d'une montagne. Et puis au chapitre suivant, on commence à se répartir les rôles sur l'île. Ainsi, Jack est chargé de mener la chasse, tandis que les autres construisent les abris. Mais au début, par manque de connaissances et d'organisation, les structures sont fragiles et il leur est difficile de survivre. Alors c'est au chapitre 4 que commencent les premières confrontations, après que Jack ait chargé les enfants de surveiller le feu lors de la chasse. Entre-temps, le feu s'est éteint, juste au moment où un bateau passait. Ralph et Jack se fâchent et la tension monte. Après l'incident, au chapitre 5, Ralph s'efforce d'inculquer des règles de base aux enfants, mais Jack commence à se rebeller, affirmant que la seule chose importante, c'est la chasse. Pendant ce temps, les enfants de l'île commencent à craindre une bête imaginaire. Et progressivement, l'hystérie s'installe chez la plupart des habitants de l'île, après que les jumeaux Sam et Eric aient été surpris au chapitre 6 par la vue d'une ombre tandis qu'ils s'occupaient du feu. Ils affirment qu'il s'agissait de la bête dont tout le monde parle. Au chapitre 7, après ces déclarations, Ralph et Jack, les deux grands représentants de l'île, n'ont d'autre choix que d'aller voir si la bête existe réellement. Ils se rendent au rocher à la tombée de la nuit, et bien sûr ils aperçoivent une grande ombre en forme de singe, ce qui confirme l'existence d'une bête. Au chapitre suivant, finalement, le groupe se sépare. Jack est vexé lorsque Ralph lui dit qu'ils ne sont que des enfants avec des bâtons, et le groupe de chasseurs s'éloigne des autres. Le reste du groupe reste avec Ralph, qui décide de faire un feu de camp sur la plage, loin de la bête. Finalement, le chapitre suivant sera l'un des plus décisifs. Jack commence à perdre le contrôle et pour prouver son pouvoir, il chasse un énorme sanglier dont il sépare la tête et la plante sur un pieu en signe de leadership. En revanche, Simon, au cours d'une de ses promenades, finit par trouver la bête supposée et découvre qu'il s'agit en réalité du cadavre d'un parachutiste. Hystérique, il court pour en informer le groupe, mais lorsque ceux-ci le voient courir vers eux, ils le prennent pour la bête et le tuent tous ensemble. Au chapitre 10, les deux groupes sont complètement séparés. Le groupe de Jack a son propre forme et n'a pas de ressources. C'est pourquoi, poussé par la violence, il décide d'attaquer le groupe de Ralph la nuit pour voler les lunettes de Piggy afin de faire du feu. Ils finissent d'ailleurs par tuer Piggy avec une pierre. Au chapitre 11, Ralph est averti par les jumeaux que Jack veut le traquer. C'est pourquoi, seul et vaincu, il se met à fuir. Le groupe de Jack met le feu à l'île pour le débusquer et le tuer. Et finalement, au dernier chapitre, l'incendie finit par attirer l'attention d'un navire. Et alors qu'il semble que Ralph va être tué, un officier de marine apparaît. En le voyant, tous les enfants commencent à réaliser ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont devenu. Ils commencent alors à pleurer de façon incontrôlée. L'un des aspects les plus intéressants du roman, c'est que malgré un ton et un style similaires à ceux des livres d'aventure de l'époque, tels que les livres de Jules Verne ou L'île au trésor, loin d'être une histoire divertissante, il s'agit en fait d'un exercice anthropologique et d'une critique sociale. Ici, les personnages ne sont pas développés et créés au hasard. Chacun d'entre eux possède une série de caractéristiques qui lui sont propres et joue un rôle dans cette grande métaphore. Nous avons déjà Ralph, la force tranquille, un personnage charitable qui, dès le début, gagne le respect et la confiance de son groupe en prenant les initiatives. Ralph représente une pensée libérale et démocratique. Instinctivement, il cherche à protéger les autres enfants des dangers de l'île et à créer des modèles et des routines justes pour survivre. Mais en face, nous avons Jack, le pouvoir autoritaire. Contrairement à Ralph, nous trouvons un Jack violent et caractériel, qui veut atteindre le pouvoir pour tenter de créer un système chaotique et sauvage dans lequel les chasseurs seront les chefs. Jack représente les modèles autoritaires et comment ils utilisent la peur pour mobiliser les masses. Piggy, quant à lui, est l'un des personnages secondaires les plus importants du roman.
Au début, il n'aide qu'à créer du feu avec ses lunettes, mais plus tard nous prenons conscience de la grande intelligence dont il est doté. Piggy, c'est la tête pensante du groupe. Il représente l'aspect intellectuel et culturel qui doit souvent supporter les abus de Jack et de son groupe. Simon, de son côté, incarne plutôt la spiritualité et l'innocence. Simon, c'est un garçon qui veut toujours passer inaperçu. Il est très timide et aime être seul sur l'île et dans la nature. Néanmoins, il agit toujours en faveur de Ralph et soutient ses décisions. Ce personnage représente la voix intérieure des autres et l'espoir de l'innocence. Et enfin, nous avons les jumeaux, Sam et Eric, qui représentent l'individualisme et la société. Sam et Eric, ce sont deux personnages qui ne comptent que pour un. Ce sont des enfants actifs et déterminés, mais qui font toujours cavalier seuls pour défendre leurs propres intérêts. Ils représentent, comme nous l'avons dit, l'individualisme de la société de l'époque. Mais alors, pourquoi le titre « Sa Majesté des Mouches » ? Le titre que William Golding a choisi pour ce roman nous donne un indice sur le sens que celui-ci a voulu lui donner. Au lieu de faire référence à la conque ou au feu, il se concentre sur Sa Majesté des Mouches, qui est le nom donné à la tête de sanglier plantée sur un pieu et dévorée par des centaines de mouches. En effet, l'objectif du roman est de dépeindre les ravages causés à la société par le mal intrinsèque présent en chacun de nous et qui s'active dans des situations de peur et de violence. Bien que d'apparence et de style similaires à ceux d'un roman de science-fiction ou d'aventure, il s'agit de l'une des premières représentations de romans dystopiques. Là, l'auteur crée une réalité inventée avec des allusions à la réalité afin de développer une utopie sociale permettant de réfléchir à l'éthique et au comportement humain. La tête de sanglier sur le bûcher est sans doute l'une des métaphores les plus puissantes du roman. Tout au long du livre, les enfants ont craint quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Pour certains, c'était l'obscurité, pour d'autres, une bête qui les observait, alors qu'en réalité, la bête n'était que la peur de l'inconnu. Et pourtant, tout se concrétise lorsque Simon trouve la tête du sanglier et imagine qu'elle lui parle. Dans son hallucination, le sanglier confirme qu'il est la bête, Sa Majesté des Mouches. Et ainsi, le lecteur se rend compte que malgré le fait que la bête soit morte et dévorée par les mouches, elle reste une menace irréelle qui amène à la violence. Le feu lui aussi a un caractère à double sens. D'une part, au début, il symbolise l'espoir et la tentative d'être secouru par des autorités supérieures telles que les adultes, et cependant cet espoir finit par échapper à tout contrôle et se transforme en une cause de conflit. Certains ne veulent pas l'entretenir, d'autres y voient leur seul salut. En fin de compte, le feu passe du statut d'espoir à celui d'arme de destruction lorsqu'elle est utilisée par Jack pour traquer Ralph. Au final, comme nous l'avons vu, Sa Majesté des Mouches est une métaphore et une allégorie complète de la société qui a vécu à l'époque de William Golding. En ce sens, loin de l'histoire concrète de Ralph et Jack, le livre illustre la dérive de l'être humain à une époque où les autoritarismes détruisaient l'Europe. Le roman est une réflexion sur la condition et le comportement humain et met en évidence les facteurs éthiques et les attitudes poussées à l'extrême. Enfin, il tente de montrer ce qui se passe lorsqu'un modèle démocratique et social doit lutter contre des modèles autoritaires et dictatoriaux. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Sa Majesté des Mouches de William Golding. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.